Donc, pour la petite historique, en fait, on avait démarré en 2020 les cafés rencontres sur la nouvelle certification. Ensuite, on s'était dit, pour essayer d'être un peu plus spécifique, on a réalisé des cafés rencontres avec nos partenaires. Donc, on a réalisé 5 cafés rencontres avec l'Omédit sur la prise en charge médicamenteuse. Donc, les replays sont disponibles aussi. On a réalisé un café rencontre avec nos collègues du CEPIAS sur le risque infectieux. Et on s'est dit, voilà, cette année, l'idée, c'est peut-être de faire des retours d'expérience parce que je pense que l'idée, c'est un peu de s'entraider, de mutualiser, de savoir un peu comment les visites de certification se sont passées. Donc, on a réalisé un premier retour d'expérience en fin d'année 2021. Ensuite, on a eu un expert visiteur qui nous a réalisé un retour d'expérience en janvier. Et donc là, on remercie fortement le Val Bleu qui va nous présenter sa visite de certification, donc, qui a eu lieu en mai dernier. Alors, j'ai remis pour éviter les interférences et couper vos micros et vos caméras si jamais vous voyez que la bande passante n'est pas suffisante. Si vous avez une question, vous pouvez utiliser le chat ou alors la petite main levée ou réactiver vos micros. On reste disponible. Et donc, je viens de démarrer l'enregistrement. Le webinaire sera disponible en replay si besoin. Et on reste disponible suite au retour d'expérience. Si vous avez des questions, moi, je pourrais les transmettre à l'établissement si M. Fontereuil en est d'accord, pour si jamais vous avez des questions un peu plus spécifiques, bien évidemment. Alors, je vous laisse la main. Je laisse la main. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez partager. En fait, c'est un petit écran avec une flèche vers le haut, c'est marqué partager du contenu. Elle n'est pas activée. Et elle est Elle n'est grise, pas je peux pas la prendre. activée. Alors, attendez, je vais essayer. Hop. Est-ce que maintenant vous pouvez, sinon je le fais, hein. Il n'y a pas de souci. C'est bon, j'ai la main. C'est bon? Super. Hop. Du coup, je laisse la parole à Monsieur Fontereuil, donc responsable qualité du CRF Le Val Bleu, qui va vous présenter du coup la visite de certification et le très bon résultat qu'ils ont eu. Le rapport a été publié, donc ils pourront vraiment aller nous expliquer vraiment le déroulement de la démarche jusqu'au bout, donc jusqu'à la diffusion du rapport. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui. Bon. Bon, tout d'abord, bonjour. Merci à ceux qui sont présents ce matin pour nous écouter. Je vais vous resituer un petit peu. Alors, notre directrice, malheureusement, devait faire la partie présentation du groupe, puis présentation un petit peu de l'historique et de l'établissement, mais elle a été appelée sur une autre réunion, donc je ne serai que tout seul pour vous présenter cela. Du coup, alors, je vais avancer. Donc le groupe UGCAM, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un groupe national à la base, groupe qui représente à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, premier opérateur en France sur le secteur de la réadaptation professionnelle des travailleurs handicapés. Et on représente 64 000 patients SSR avec 241 établissements, 161 en médico-sociaux et 80 sanitaires. Nous, sur la région Hauts-de-France, on est 4 établissements sanitaires, 15 établissements médico-sociaux et donc 1200 salariés, comme vous pouvez le voir. Donc, les établissements sont relativement bien répartis un peu partout dans la région et on couvre à peu près tous les secteurs d'activité en allant jusqu'à la réadaptation professionnelle qui est le cœur de notre base de recrutement. Les établissements sanitaires sur la région, cette année, enfin sur l'année 2021 qui s'est écoulée, on a fait pas loin de 30 000 journées d'hospitalisation de jour. Et les médico-sociaux, eux, ont fait 240 000 journées d'hospitalisation. Voilà, ça c'était pour resituer le groupe.
Nous, le Val-Bleu, en fait, c'est un établissement qui a été créé dans les années 60, parce que à l'initiative de la sécurité sociale, à l'époque, il y avait énormément d'accidents de travail qui étaient déclarés tous les ans. Et le docteur Leroy, médecin-chef de la caisse primaire de Valenciennes, a eu l'idée de proposer quelque chose d'assez innovant à l'époque. C'était une prise en charge en externat, donc une formule qui aurait permis au malade traité de rentrer chez lui après les soins et revenir du coup avec des liens familiaux aussi bien que professionnels, avec le facteur psychologique important dans l'évolution du traitement, comme on peut le savoir. Donc notre centre est né comme ça, de cette façon-là, le 2 octobre 1962. Ce modèle a évolué progressivement avec en 1999 l'autorisation de 15 places du coup d'hospitalisation de jour, et ce sera déployé progressivement à partir de 2000 avec la création des UGCAM. Notre établissement a donc plus de 50 ans d'existence. Nous avons su positionner tout doucement, année après année, sur arriver à faire tenir notre rôle, et c'était pas forcément toujours évident. Petit établissement en centre-ville avec uniquement 15 places, mais on a su montrer aux ARS que on avait une utilité, ce qui fait que fin des années 2010, l'ARS a demandé à ce qu'il y ait une mutualisation de moyens qui soit faite entre le pavillon Paul Fournier, l'ancien pavillon Paul Fournier et nous-mêmes. Et du coup, nous avons créé une prise en charge d'hôpital de jour de 35 places au cœur du dispositif du centre hospitalier de Valenciennes, qui a eu l'idée de créer un institut de réadaptation. Ils venaient de construire Jean Bernard, et en face, sur l'ancienne clinique Tessier, ils ont construit ce nouveau bâtiment tout moderne, fonctionnel, haute qualité environnementale, et nous hébergeant du coup sur une partie du rez-de-chaussée avec notre activité, et derrière une petite prestation de soins en ce qui nous concerne pour les deux étages de SSR du centre hospitalier, donc SSR1 et SSR2, mais qui n'ont rien à voir avec notre certification, puisque c'est une autre activité. Donc notre activité en propre au niveau du Val-Bleu, c'est des prises en charge de soins de suite et réadaptation adultes dans le but de prévenir ou de réduire les conséquences fonctionnelles, physiques, cognitives, psychologico-sociales des déficiences et limitations des capacités des patients, et de promouvoir leur réadaptation et leur réinsertion. Donc sur nos 35 places d'hôpital de jour, exclusivement en demi-journée, je le précise, nous avons 70% en infection neurologique et 30% en infection de l'appareil locomoteur. Ça représente, pour l'année 2021, 7815 journées d'hospitalisation, et à cela, nous avons ajouté 1112 actes et consultations externes. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet, notre démarche V2020. Pour nous, la démarche a débuté en fait avec la présentation par notre pôle régional qualité de la V2020 le 7 septembre 2020. En fait, notre pôle qualité régional, qui a une grosse partie un gros rôle dans la réussite de notre visite V2020, est venu nous présenter ce qu'allait être la V2020. Donc du coup, on a écouté, on a pris connaissance, on a pris conscience, et on s'est rendu compte que pour nous, c'était intéressant. Mais malheureusement, ça ne devait pas être notre visite, puisque nous, on devait passer sur la V2014. Alors, notre démarche initiale, organisée sur la V2014, était prévue pour mai 2020, sauf que tout le monde a vécu la même expérience avec le Covid. Notre visite a été repoussée. L'HAS l'a reportée à octobre. Donc, dans un premier temps, à octobre 2020, puis quand les échéances commençaient à avancer, on a été avisé que ce serait reporté en octobre 2021. Donc là, on s'est dit, on a nos équipes qui sont sous pression, on les avait préparées, on avait monté en charge progressivement, on était prêts, on allait déployer pour mai 2020. Octobre 2020, bon, c'était encore jouable. Attendre octobre 2021, non, c'était pas possible. Donc du coup, rapidement, lorsqu'on a eu assisté à la présentation du webinaire de la HAS
et qui a été suivi d'un recensement des établissements volontaires. On s'est projeté, on a fait une évaluation de notre maturité sur la V2020. On a repris tous les critères qui venaient d'être publiés dans la nouvelle grille de référentiel. Et on a estimé notre capacité à pouvoir se projeter. Alors, on ne répondait pas forcément à tout directement. Il y avait des éléments qui avaient besoin de passer par une certaine transition pour pouvoir être finalisés. Mais globalement, on se sentait prêt et les équipes étaient en attente, elles étaient en demande de se lancer. Surtout que ce nouveau référentiel leur parlait plus que ce qu'on avait auparavant avec les démarches processus classiques. Donc du coup, on a demandé à une inscription auprès de la HAS avec l'aval de notre direction régionale qui au départ osait pas trop, dit bah oui mais bon, ça nous demande peut-être du temps, se lancer comme ça, c'est du temps blanc, ça va aller très très vite, on n'aura pas le temps, on maîtrise pas. Et pour finir, on nous a dit bon allez, on vous fait confiance, on vous accompagne, on va travailler tous ensemble puisque les autres établissements allaient pouvoir enchaîner et profiter de notre expérience aussi. Donc, on s'est lancé, accompagné par notre direction nationale au niveau de la qualité, qui nous a dit, écoutez, faites vos auto-évaluations et nous, on passera un mois avant la date de visite, faire une visite à blanc pour voir un petit peu comment ça se passe et nous aussi nous projeter pour les autres établissements de l'UGCAM. Donc, on s'est inscrit, on a fait nos auto-évaluations, on en a profité pour faire des audits croisés avec les autres responsables qualité du groupe. Donc, ils sont venus me soutenir, m'accompagner dans cette démarche. Ensuite, la visite a été programmée. On a pu beaucoup échanger avec la HAS et le pilote du projet sur le calendrier, sur les non applicables. Parce qu'effectivement, nous avons un établissement assez particulier puisque nous n'avons pas de fonction restauration, nous n'avons pas d'hébergement, nous n'avons quasiment pas de médicaments. Donc, beaucoup de choses ne nous concernaient pas. En plus, nous avons un public adulte, donc tout ce qui était enfant, les périodes de transition, etc., enfants adultes, ça ne nous concernait pas non plus. On n'a pas de psy. Donc, on avait quand même un champ assez restreint et ça pouvait aussi être une chose qui nous avantageait dans le sens de se lancer, puisque pour l'HAS et nous, le fait d'avoir un petit établissement avec un champ restreint, c'était un terrain de jeu intéressant pour les deux. Donc notre visite s'est déroulée, ensuite, on va revenir dessus après, voilà. Donc la qualité des soins, donc ça a été notre leitmotiv, on l'a affiché un peu partout, on a expliqué à tous nos agents et tous nos patients dans quelle démarche on se lançait, avec ces fameux 15 objectifs qui étaient devenus notre nouveau fil rouge qui allait nous conduire dans chacun de nos démarches et qui allait être partagé par tout le monde à chaque instant au fur et à mesure de nos avancées. Donc, nos équipes, puisque c'est le plus intéressant en fait à vous retourner, puisque c'est là-dessus que vous allez avoir le plus d'avancées et le plus d'échanges en fait par rapport à ce que vous allez pouvoir vivre de cette expérience de la certification V2020. Comme dans toutes les autres itérations, le patient est toujours au centre des débats, ça on n'a rien inventé de plus, sauf que là les équipes se sont vraiment senties beaucoup plus investies. Alors nous on a eu la chance… Regardez, tu sais, pour trouver des usagers, je pense qu'il faut qu'on les… On s'est désactivé le micro, excusez. Non, mais il n'y a pas de mal. Nous, on avait la chance en fait d'avoir déjà des équipes depuis très longtemps qui étaient très investies, puisque nos équipes ont toujours été intégrées à nos démarches, puisqu'on était toujours un petit établissement. Donc, contrairement à des grosses structures où, lors des visites, la plupart des gens ne croisaient jamais un expert visiteur, nos agents ont toujours été vus par tout le monde et tout le temps pendant les 2-3 jours de visite. Donc, c'était quelque chose qui ne les choquait pas et qui, au contraire, les intéressait parce qu'ils avaient des choses à dire et ils étaient fiers de montrer ce qu'ils savaient faire et ce pourquoi ils étaient là. Donc, et les patients aussi. Les patients se sont vite investis aussi, notamment les représentants des usagers, ce qu'on a pu entendre là tout à l'heure par notre collègue. Et
tous ces éléments d'évaluation, en fait, tous les audits système, tous les traceurs ciblés, tous les parcours traceurs, se recroisaient et se recroisaient. D'ailleurs, lors de la visite, chez nous, en tout cas, ça a été fait comme ça. Les experts visiteurs ont mélangé les audits système. Donc, on a eu coordination ville-hôpital avec engagement du patient. Donc, ensuite, on a eu un QVT leadership, on a eu un GDR dynamique d'amélioration, un leadership QVT travail en équipe. Donc, ils croisaient différents audits, rencontrer les équipes, rencontrer les professionnels, rencontrer les patients, rencontrer les représentants des usagers. Et au fur et à mesure, dans cette transparence, et vraiment un gros sentiment de transparence qui est ressorti avec des échanges constructifs. Et de notre part, on a ressenti de la part des experts visiteurs beaucoup de bienveillance. Contrairement à ce qu'on pouvait ressentir quelquefois dans les anciennes itérations, où nous, avec nos petites particularités, c'était difficile de rentrer dans les cases. Donc, quelquefois, des experts nous avaient même fait remarquer que ça les embêtait parce qu'ils voulaient à tout prix nous mettre dans une case et qu'on ne rentrait pas dedans. Donc, c'était assez frustrant pour nous en plus. On avait l'impression d'être un petit peu rabaissé à ce moment-là, alors que nous, justement, on voulait montrer notre plus-value, notre valeur ajoutée. Et c'était assez mal vécu à l'époque. Alors que là, cette fois-ci, on avait vraiment en face de nous des gens bienveillants qui ne cherchaient pas forcément à piéger, à chercher la petite bête pour essayer de faire tomber à tout prix quelque chose. Ils voulaient vraiment faire ressortir et ils accompagnaient les équipes dans les discussions. Ils reformulaient régulièrement. Ils étaient vraiment très ouverts à essayer de comprendre la philosophie de notre établissement. Nos particularités, et pourquoi justement elles étaient pour nous une valeur ajoutée. C'était vraiment très différent de ce que nous avions vécu sur les itérations précédentes. Avec nos équipes qui ont été très impliquées, très participatives, tout le monde a pris la parole, quel que soit le professionnel qui a participé au groupe, et tous nos professionnels de l'hôpital de jour ont participé à tous les groupes, au groupe patients traceurs et parcours traceurs notamment, ils avaient été répartis. Alors, nous, sur les patients traceurs, vu la particularité de notre établissement, nous n'en avons eu que 2. Les experts ont fini par supprimer. Il y en avait 3 prévus au départ. Et quand ils se sont aperçus que par rapport à ce qui allait être investigué, ça n'apporterait rien d'en avoir un 3e, ils en ont fait 2. Un loco, 1 euro, et avec du coup un loco avec handicap et 1 euro âgé. Donc du coup, ils avaient recroisé tout ce qui pouvait leur donner des éléments. Excusez-moi, je reviens sur les audits système. Du coup, vous avez eu des audits système sur les entretiens professionnels aussi? Oui. Et ça se passait comment? En fait, les experts venaient interpeller n'importe quel professionnel ou ils vous donnaient la liste avant? Ils ont vu les professionnels en fait pendant les groupes de travail et ensuite ils se sont promenés, ils ont fait le tour de l'établissement et pendant le parcours physique qui a duré à peu près 1 heure, ils discutaient comme ça avec les professionnels qu'ils rencontraient sur le D'accord, ouais. bâtiment. Vraiment au hasard en fait. Ouais. D'accord. Plus les rencontres qui ont été faites dans le cadre des groupes avec les agents. D'accord. Ah, on a une main levée. Madame Graal? Oui, bonjour. Je suis Bonjour. Bonjour. Je suis coordinatrice qualité dans un établissement médico-social à l'Institut Van-Covanenbergh de Zuidcote. Et je vais préparer les équipes à la future évaluation qui n'en est pas pour l'instant une certification. Ceci étant, je suis très intéressée par ce système. Vous venez me dire que les visiteurs avaient rencontré les professionnels dans des groupes de travail. Donc, les visiteurs n'ont pas rencontré les professionnels par hasard au long cours en se promenant dans les couloirs. Si, justement. Non, mais un instant, monsieur, excusez-moi, j'aurais compris. Qu'est-ce que c'était le groupe de travail? C'était les groupes qui avaient été déterminés, donc c'était les groupes sur les patients traceurs, les groupes sur les parcours traceurs. C'était un groupe un groupe d'audit système qui avait été baptisé Rencontre équipe. Donc dans ce groupe-là, ils avaient rencontré la secrétaire de direction, la RAF qui était relais RH, un professeur d'activité adaptée, la secrétaire médicale, un kiné, une aide-soignante qui est aussi RDP, une ergothérapeute, un kiné.
Donc, ils avaient vu un petit peu tous les professionnels. Et dans le cadre du parcours physique, qui avait été mené par la gestionnaire des risques, chef de service, et une aide-soignante, ils ont été amenés pour faire la visite de l'établissement. Et pendant cette heure de visite de l'établissement, les professionnels qu'ils ont pu observer en activité, ils ont été les voir, ils ont été discuter avec eux dans ce jour-là officiellement, et ensuite pendant tout le cadre de la visite, pendant toute la journée, ils se promenaient. Donc, quand un expert était en réunion avec nos équipes d'un côté, l'autre expert n'était pas forcément toujours en réunion en même temps, donc il se promenait dans l'établissement, il demandait à avoir accès à telle pièce ou tel secteur. Ils ont été faire la visite de la balnéo sans nous, par exemple, avec nos équipes. Donc, et en plus, on avait ce jour-là, on n'avait pas que les experts prévus au début, puisqu'on avait en plus des personnes de la HAS qui venaient pour faciliter aussi la mise en organisation, parce que pareil, les experts, comme ils étaient sur leur première visite, la HAS aussi avait dépêché des gens pour être sûr que tout allait bien coller et éventuellement résoudre les petits soucis techniques qu'ils pourraient avoir, puisque la saisie par les experts se faisait en direct sur leur logiciel et ils avaient quelquefois des petits soucis techniques. Comme nous, on a pu avoir avec Calista au départ quand on a fait nos auto-évaluations. Mais je vous remercie beaucoup pour votre retour. Je vous en prie. J'ai mieux compris. Donc, du coup, je reprends par rapport à nos objectifs. Nous avons eu la chance et le plaisir de montrer dans notre savoir-faire que tout était bien maîtrisé et ça nous avait aussi conforté dans cette envie que nous avions d'y aller. Et puis, nous étions prêts, nous étions mûrs pour cette démarche-là. Notre plus mauvais résultat, on va dire, si on peut l'appeler comme ça, c'était sur l'objectif 8, donc les équipes qui évaluaient les pratiques, notamment au regard du suivi des résultats cliniques de la patientèle. Alors, ça fait assez gros mots quand on le lit comme ça, c'est un peu compliqué à aborder. Ça a l'air simple, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. En fait, nous, ce sur quoi on a pêché, en discutant avec les experts visiteurs, c'était que ils auraient voulu qu'on fasse une évaluation plus poussée par typologie de prise en charge ou par parcours. C'est-à-dire qu'on évaluait nos prises en charge, forcément, comme tout un chacun, mais pour eux, c'était l'évaluation de l'efficacité des types de modes de prise en charge. C'est-à-dire que nous, on avait tendance à un petit peu, de façon très, très imagée, à utiliser la bombe atomique pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait un patient qui venait et on lui mettait à disposition l'ensemble du panel thérapeutique que nous avions chez nous. Et ils auraient voulu qu'on joue un petit peu plus l'économie, enfin c'est ce que nous on en a compris quand on a discuté avec eux, jouer un peu plus sur l'économie et dire voilà, peut-être dans cette prise en charge-là, ne pas mettre d'APA ou ne pas mettre d'ergothérapie et comparer avec une autre prise en charge dans laquelle justement vous auriez mis APA et ergo et voir patient par patient ou typologie de prise en charge ou pas, voir si effectivement il y avait une corrélation, donc une analyse, une méta-analyse de nos prises en charge les unes par rapport aux autres. Alors que nous, comme on a une prescription médicale qui est faite par notre médecin en fonction de l'intention qu'il a de rééducation au départ, dans sa prescription initiale, il prescrit toutes les activités qu'il peut qu'il peut estimer utiles pour le patient. Et donc, il va pas, on n'avait pas cette démarche de se dire, on va peut-être retirer ça pour voir si ça aurait bien marché ou pas. Donc, on dit, c'est quand même dommage. Nous, on le percevait plutôt comme une perte de chance pour le patient de le priver d'une activité possible alors que on l'a et que ça pourrait être utile. Donc, c'est sur cette démarche-là qu'il va falloir qu'on retravaille un petit peu, voir sur cette évaluation de l'efficacité des modes de prise en charge les uns par rapport aux autres dans nos parcours, quoi. Donc, sinon, pour le reste, les experts visiteurs ont relevé quand même beaucoup de points forts chez nous, notamment l'information, l'implication de nos patients et nos professionnels. Notamment le projet personnalisé de soins qui était co-élaboré avec le patient systématiquement par le médecin lors de la consultation initiale, que les patients étaient très respectés, qu'il y avait une très forte promotion de la bientraitance avec en plus des groupes soignants soignés,
une intervention quand même très forte aussi de la part de nos représentants des usagers, puisque à ce moment-là, on venait tout juste de perdre notre présidente de la commission des usagers, qui était une de nos patientes depuis des années et présidente de la commission. Donc, elle était au contact des patients, elle était elle-même patiente, elle les voyait. Enfin, c'était une figure de l'établissement, cette patiente-là. Donc, ensuite, bon, on a une nouveau représentant qui a été nommé par l'ARS et qui s'est tout de suite impliqué avec nous et qui nous a très rapidement bien accompagnés, qui a été présente, qui a été vue aussi. Donc, on avait des actions pour la santé qui étaient déployées très régulièrement. Le patient était acteur, les familles étaient acteurs aussi. Il y avait des rencontres avec les entourages. On avait des pertinences des prises en charge qui étaient évaluées. On avait fait une EPP justement là-dessus pour améliorer encore notre pertinence quant à cette thématique. Notre prise en charge était évaluée à l'entrée par le médecin, elle était réévaluée en cours de séjour régulièrement et ensuite réévaluée à la sortie. Donc, ça, il n'y avait aucune négativité à relever là-dessus. On avait une grosse dynamique sur la qualité de vie au travail aussi qui était effective, avec une très forte expression des RDP qui était importante et qui confortait aussi le discours de la direction, puisque justement, dans les fameux audits système et différents parcours traceurs, les choses se recroisaient d'une à l'autre, puisque pour ceux qui ont commencé à jouer un peu avec les auto-évaluations dans Calista, vous vous rendez compte que les critères apparaissent d'un côté, apparaissent de l'autre, et la corrélation entre les deux se fait très rapidement. Donc, nous avions un fort leadership, une bonne coordination de nos équipes pluriprofessionnelles, avec toujours ce souci d'adapter aussi notre gestion des emplois et des compétences en fonction des besoins des patients, notamment le volet formation. Donc, où on a petit à petit organisé des formations de plus en plus en cohérence avec nos réalités de terrain, où on se rendait compte que c'était bien d'envoyer un professionnel en formation à l'autre bout de la France pour qu'il acquiert une compétence supplémentaire de façon très pointue, mais que derrière, sur le service, on n'avait pas forcément toujours la possibilité d'avoir un retour correct, parce que nos professionnels ne sont pas forcément des professionnels de l'enseignement non plus. Ils ne sont pas forcément toujours en capacité de pouvoir retranscrire ce qu'ils ont appris et le faire partager à leurs collègues de façon très optimale. Donc, on a opté pour une autre formule qui était la formation sur site quasiment systématiquement. Et du coup, on faisait venir les formateurs chez nous. Et là, du coup, toute l'équipe était formée à la même chose. Ce qui fait que tout le monde étant formé, c'était quand même d'autant plus facile et d'autant plus cohérent pour le patient d'avoir un suivi, puisque n'importe quel thérapeute, ergothérapeute, kinésithérapeute avait entendu la même chose, avait vécu la même chose, et du coup, les équipes pouvaient se soutenir entre elles dans le partage sur les différentes prises en charge que nous mettions en place. D'où aussi cette démarche que nous avions de mettre à disposition de nos patients toutes nos capacités rééducatives, donc sur lesquelles on va pouvoir retravailler éventuellement quand même. Du coup, ce qui avait été ce qui avait été proposé comme petite possibilité d'axe d'amélioration, c'était aussi sur les déclarations d'événements indésirables graves. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'événements indésirables graves signalés, donc déjà pour nous c'était quelque chose de très très lointain. Et du coup, comme nous n'en avions pas, nous ne communiquons pas beaucoup là-dessus. Donc, ce que nous avait fait remarquer nos experts, c'était que les patients qui avaient été vus en fait dans le cadre des patients traceurs, quand ils ont été interrogés sur s'ils savaient ce qu'était un événement indésirable grave et qu'ils avaient eux-mêmes la possibilité de le déclarer à l'ARS, ils ont fait remarquer que non, ils n'avaient pas cette capacité, ils n'avaient pas cette possibilité-là, ou ils n'avaient pas le savoir. Or, ça faisait partie des éléments qui étaient indiqués dans le livret d'accueil, qui étaient affichés, mais comme on n'a pas insisté dessus auprès des patients, puisque on ne se sentait pas plus concerné que ça, on avait effectivement fait de l'affichage et de la diffusion d'informations, mais pas plus que ça. Donc voilà, c'est des choses qui ont été discutées ensuite avec les représentants des usagers, et on va voir dans le cadre de certains groupes pour éventuellement en parler un petit peu plus ouvertement. Sinon, voilà, tout ce qui avait été relevé,
c'était quand même très, très, très positif avec, sur la c'est des beaux résultats. Oui. C'est des très beaux résultats, ouais, vous devez être fiers, franchement. On était assez contents de nous, surtout que on était quand même les premiers à oser se lancer, donc c'était quand même pas mal. Et puis surtout que je suppose que la préparation en période Covid, ça n'a pas été non plus facile auprès de vos professionnels. Enfin, il a fallu lancer une dynamique, C'est ça. non, c'est de très beaux résultats. C'est pour ça que du coup on avait voulu à tout prix les remercier quelque part en leur proposant d'aller se confronter à la compétition, un peu comme des athlètes de haut niveau qui auraient été boostés, bien préparés, et puis qu'on leur dit tout compte fait, les Jeux Olympiques sont annulés, et on les repoussera l'année prochaine. On avait vécu ça avec Tokyo pour nos athlètes et c'était difficile pour certains de se remotiver derrière, avec un gros sentiment de frustration, comme s'ils étaient prêts ce jour J et puis qu'après ils seraient plus prêts. Donc là, on s'est dit non, il faut leur laisser cette possibilité et de se lancer. Voilà, et ils l'ont vraiment très très bien vécu. On a même été en capacité de pouvoir avancer sur les critères avancés. Bon, alors ça fait un peu redondant, hein, mais au départ, on ne le pensait pas. On s'était dit, non, nous, les critères avancés, c'est pas pour nous. On est trop petit, on n'est pas du tout là-dedans. Et puis au fur et à mesure, en fait, qu'on a avancé dans la gestion de nos auto-évaluations, on s'est rendu compte que qu'on répondait, pas totalement, mais qu'on répondait en partie à certaines choses, parce qu'on avait mis des choses en place. On avait des conventions d'échange entre pairs pour les patients. On avait un questionnaire d'évaluation de nos programmes, parce qu'on avait anciennement un programme d'éducation thérapeutique qu'on a choisi de ne pas renouveler, mais qu'on a rebasculé en éducation pour la santé. Mais du coup, on avait ce questionnaire d'évaluation du programme qui continuait à être utilisé avec nos patients, qui était à destination du patient et de son entourage. Donc, c'était des choses qui nous faisaient marquer des points. On avait des liens réguliers avec les aidants, notamment des formations. On formait les aidants dans le cadre de la mise en place de situations délicates, de matériel qui était déployé pour leur conjoint ou leurs parents ou leur enfant pour certains. On les formait aux manutentions. On avait même une épouse un jour qui était venue nous dire que elle était en stress parce que son mari faisait de plus en plus de fausses routes et que du coup c'était difficile pour elle parce que depuis qu'il avait un fauteuil roulant électrique, elle ne voyait pas du tout comment gérer le cadre d'une fausse route avec son fauteuil roulant. Donc on l'a fait venir chez nous et on lui a montré les positions, comment pouvoir éventuellement gérer ce risque-là. Et depuis, ça se passe très très bien avec son époux. On avait organisé des réunions soignants-soignés qui étaient en plus, qui avaient en plus comme invité les représentants des usagers. Donc nos équipes échangeaient avec nos patients et on avait le représentant des usagers qui était là, qui faisait en plus une dynamique supplémentaire, un regard extérieur, parce que nos représentants, comme ce ne sont plus des patients de chez nous, auront une autre vision de l'expérience de soins et de l'expérience d'un établissement de santé. Donc, du coup, c'était intéressant et pour nous, et pour les patients, et pour les représentants des usagers. Tout ce triangle a progressé les uns au contact des autres. On a conçu un programme d'encadrement et d'organisation de nos soins qui était très proche du projet Pacte, dans lequel nous avions choisi volontairement de ne pas nous inscrire, parce qu'on ne pouvait pas non plus mener trop d'actions à la fois, on ne voulait pas courir plusieurs lèvres et au risque de se perdre, sachant qu'en plus on était quand même une petite équipe, que derrière on avait une dynamique managériale qui était en train de se refondre, avec une organisation en cours, des recrutements de cadres et de médecins justement qui étaient en train d'être recrutés. Donc, en plus, déjà par rapport au projet Pacte, vu que le binôme, c'est 4 médecins à la base, que nous, on était sur un recrutement, donc on s'est dit, c'est pas la peine, mais c'est pas pour autant qu'on n'appliquait pas derrière les actions qui étaient quelque part liées au Pacte, dans la qualité de vie au travail, dans l'analyse collective des événements indésirables, notre approche systémique sur la méthode alarme depuis le début, avec notre organisation apprenante depuis des années. En plus, on était en train de se projeter sur un changement de logiciel. Alors, on allait changer à la fois notre DPI et notre logiciel de gestion documentaire et de gestion des risques, puisque c'est des marchés nationaux qui se sont déployés. Donc, du coup, on n'a pas eu le choix. On nous a dit, pour fin 2021, on change tout et on recommence.
Donc bon, on fait preuve de souplesse, on s'y est plié, et du coup, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué pour se lancer dans des choses autres que celles sur lesquelles on était déjà avancé. Mais du coup, tout ce qui avait été mis en place chez nous a été valorisé, et du coup, ces résultats ont été repérés, ont été mis en avant par les experts, ce qui nous a permis d'obtenir cette mention du coup de haute qualité des soins, avec un résultat à l'évaluation externe donc de 97,39%, avec un chapitre 1 100% sur le patient, chapitre 3 100% sur l'établissement de santé, et chapitre 2 les équipes de soins 93%, avec ce 75 sur nos évaluations, et puis un petit peu sur la maîtrise des risques liés aux équipes elles-mêmes, parce que dans nos démarches, nos équipes sont impliquées sur la gestion des risques, mais c'est vrai que quelquefois, des questions qui ont pu être posées, les équipes sont passées un petit peu à côté. Bon, ça peut arriver, c'est pas plus choquant que ça. Les différents risques sont bien identifiés chez nous. Notre carto des risques, elle tourne, nos référents sont connus. Mais effectivement, sur le risque et puis le patient, la communication que l'on avait fait, le fait qu'on soit moins soumis à des gros risques, et c'était quelque chose sur lequel au départ on avait eu des doutes, puisque le fait de ne pas avoir de médicaments, de ne pas avoir d'hébergement, et c'était des choses qui étaient justement générateurs de risques à la base, et ces éléments-là absents chez nous, on s'est un petit peu peut-être, on l'a pris un petit peu avec de la distance, je ne sais pas, parce que la restauration étant absente aussi, c'est vrai que cette réflexion, nous on se concentrait sur vraiment notre patient et ce qu'il en était, donc c'était les chutes, c'était les risques plus psychosociaux, c'était tout ce qui était en lien vis-à-vis de la bientraitance, et donc du coup ça nous a permis quand même d'avancer, quoi. Donc malgré tout ça, on a eu de très bons résultats, et cette fameuse certification avec haute qualité des soins. Donc pendant nos préparations, on avait l'habitude de faire avancer nos équipes avec alors notre leitmotiv, mais ça avait démarré avant la certification, avant la période de Covid. Donc notre leitmotiv, c'était positive attitude. Alors c'est vrai que c'était bien avant. Une fois que le Covid a démarré, positive attitude, c'était peut-être pas forcément les meilleurs moments. Donc bon, c'était bien d'être positif, mais là, en l'occurrence, on préférait être tous négatifs. Et l'idée, c'était de les amener. Et on finissait toutes nos réunions, qui avaient lieu par des petites réunions flash juste après les réunions de service, ou alors on avait une réunion tous les mardis à 11h30, une petite demi-heure sur une thématique, sur une préparation de groupe de travail. Au départ, on avait commencé sur la présentation générale de la certification, et au fur et à mesure, on a avancé comme ça, demi-heure par demi-heure, et à chaque fois, on marquait ensemble, nous allons y arriver. Et puis à la fin, on a fait le débriefing global en disant ensemble, nous y sommes arrivés. Voilà. Et je vous remercie, et je suis à votre service pour répondre à vos questions. Alors, du coup, il y a une question, ça donne envie quand même. Mais On voit que vos allez-y, vous équipes, allez voir, c'est encore mieux de le vivre que d'en parler. C'est Alors, il y a... vrai, parce qu'on a la chance d'avoir nos collègues du Rayon Val qui viennent de passer là, la semaine dernière. Comme ça n'a pas encore été publié, je ne peux pas trop vous en parler, mais ils ont eu aussi un très très bon résultat, voire encore meilleur que le nôtre. Donc, mais c'est de la triche, puisque le responsable du pôle régional, c'est un des responsables qualité du Rayon Val, donc forcément, c'est encore plus mieux. D'accord, ouais, ça aide, ouais. Ça aide encore mieux. Ouais. Alors, du coup, il y a une question, pas de problème sur le médicament, mais du coup, vous n'avez pas de PUI? Non, non. Ouais, donc en fait, du coup, vous travaillez avec une pharmacie de ville ou même... On a une convention avec une pharmacie de ville pour uniquement notre chariot d'urgence, en fait, puisque nous n'avons pas de dispensation D'accord, ok. médicamenteuse. Nos patients ne viennent qu'à la demi-journée.
Donc, D'accord. ils Et viennent du du coup, ils ont quand matin. même regardé le chariot d'urgence ou même pas? Enfin, ils ont quand même regardé votre convention. Bah, Ouais. du coup, on a quand même une politique du médicament, on a toute une gestion du médicament, mais qui est très limitée. Alors, on a les mêmes difficultés que les autres, sauf que bah, le champ d'action est vraiment très limité. Donc, on a nos procédures d'administration, on a tout est OK, parce que on pourrait éventuellement avoir besoin, notre médecin pourrait avoir besoin de prescrire un médicament en urgence, et dans ce cas-là, on aurait un retour qui se ferait. Il y a une très grosse interaction, donc ils ont regardé ça aussi, voir justement si le fait qu'on n'en ait pas, on gérait en disant bah, on n'en a pas, du coup on fait pas, ou si on n'en a pas, mais bah, derrière, comment on ferait si on avait besoin de déployer. Et nous, on a pris cette Ouais. option-là. Donc Ok. on a tout prévu au cas où. D'accord. Alors, ensuite, c'était quel est votre outil de la qualité et gestion des risques? Alors on Alors, je ne sais pas fonctionnait si monsieur. sur Blue Congo, qui était un très bon outil. Et là, on vient de basculer sur Ageval, qui est différent. Donc, D'accord. Et du coup, vous avez utilisé les grilles Calista pour faire vos auto-évaluations? on a fait toutes nos auto-évaluations directement dans Calista. Ouais. Ouais, d'accord. On avait les grilles FORAP qui nous avaient été mises à disposition, mais on trouvait que c'était plus parlant d'aller se jeter directement dans la gueule du lion, puisque bah, du coup, on aurait un discours commun avec les experts et qu'on pourrait échanger. Parce que Ouais, vu que. puis on voit que du coup, votre note était quasiment identique, en fait, finalement, entre vos auto-évaluations et le résultat de. Ouais, ouais. Alors ensuite, il y a une question, avez-vous eu des fiches anomalies et si oui, sur quel thème? Non, absolument rien. Pas de fiches anomalies. Non. Si jamais vous avez besoin, je ne sais pas si les personnes présentes ont besoin, au dernier retour d'expérience, l'expert visiteur a fait un topo sur les fiches anomalies. Si jamais vous avez besoin, c'est disponible en replay et sinon, si vous avez un peu de temps juste après, je peux vous présenter comment se génère une fiche anomalie lors de visites de certification. Alors, ensuite, il y a encore des questions, excusez-moi. Alors, c'est... Comment? Non, je vous rends la main. Merci. C'est Ensuite, c'est tout le quelle a contenu. été la... Quelle a été la place de la formation auprès des équipes et de l'accompagnement? Alors la formation, bah, elle a été continue en fait dès le départ. Dès qu'on a eu les premiers éléments concernant le nouveau référentiel, tout de suite on a commencé à former nos équipes aux différents critères, à la nouvelle organisation, aux objectifs, aux 15 objectifs qu'on a affichés un peu partout. Alors là, ils sont là. On les a affichés, on a expliqué, on a explicité. Après, euh, chez nous, on essaye de ne pas fonctionner par à-coup. On est dans le continu. Donc, et on a toujours été dans cette démarche-là. Alors, c'est vrai que c'est plus facile pour nous parce qu'on était un petit établissement. Quand j'ai pris la tête de la qualité au Val-Bleu, bah, on était une équipe de 20 personnes. On était en centre-ville de Valenciennes. J'avais 6 kinés avec moi, 2 ergots, une orthophoniste, une psychomote, un médecin. Ça allait vite, quoi. Donc forcément, on était tous très, très. Alors, à la fois très en difficulté par rapport à certaines thématiques parce que bah, on était peu nombreux, donc ça veut dire que c'est une grosse charge sur tout le monde, mais en même temps, on était très réactifs. Donc, ce Ouais. noyau dur s'est déplacé. On est arrivé ici dans cet établissement. On a multiplié nos équipes avec des équipes qui sont arrivées, qui se sont greffées, sur lesquelles bah, on a très vite pu avoir une bonne influence, je pense. Et tout le monde s'est retrouvé embarqué dans la certification suivante. Donc, la première, on l'avait passée la V2010 juste avant de déménager. On est arrivé ici, donc du coup, on a préparé tout doucement la V2014 avec les nouvelles équipes. La V2014 s'est bien passée. Bon, par un petit accro, une sortie de route du médecin qui s'est un peu frité avec un expert. Bon, ça arrive. Hein.
Mais du coup, c'était continu. Et là, les équipes qui sont toujours présentes dans l'établissement sont toujours les équipes qui ont passé l'année 2016. On a eu 1 ou 2 départs en retraite, une personne qui est partie en mutation dans un autre établissement UGCAM, du coup à Beauvais, mais les recrutements, les nouveaux quand ils arrivent, ils sont tout de suite inscrits. Dans la semaine qui suit l'arrivée du nouveau, moi je lui forme l'utilisation du logiciel qualité gestion des risques. Donc ils font leur déclaration. En fait, votre démarche qualité, elle est continue depuis pas mal d'années, quoi. Oui, depuis 2008, quoi. Alors ensuite, il y a une question. Bonjour, vous avez parlé de critères non applicables. Avez-vous été audité sur les critères concernant la recherche clinique et l'accès à l'innovation? Alors, on en a parlé, on nous a posé des questions dessus, savoir comment on se positionnait là-dessus. Pour nous, c'était difficile dans le sens où on est un petit hôpital de jour, on n'a pas de lien particulier, mais on avait quand même des envies et dans le cadre de nos démarches de formation, en fait, on avait donc on a privilégié la formation en interne, c'est ce qu'on disait ici sur site, mais nos agents qui souhaiteraient pouvoir participer à des démarches d'évaluation de pratiques cliniques ou des choses comme ça, on pouvait se permettre de les envoyer, de les rapprocher d'autres établissements, puisqu'on avait plusieurs de nos professionnels qui, dans le cadre d'encadrement de direction de mémoire de stagiaires, avaient été au contact de projets particuliers. Et nous-mêmes, on avait fait partie du projet Graal concernant la prise en charge des amputés. Donc, on répondait, mais de façon associée avec d'autres établissements. Ce n'est pas nous qui faisions la démarche de recherche. Par contre, on était associé avec l'Université de Valenciennes pour le projet Graal. Là, il y a une démarche qui se met en place sur des téléconsultations, téléréadaptations avec AxoMove, par exemple, pour pas le citer. Et du coup, il y a un projet régional qui est en train de se mettre en place avec différents établissements. Nous, on a été les premiers à s'inscrire dessus, mais le centre de Beauvais, Saint-Lazare, va prendre le leadership et derrière, on va développer un petit quelque chose. Pareil, en ce moment, il y a un travail qui se fait sur la communication au niveau de l'Université de Valenciennes dans le cadre du Parkinson, sur lequel on se greffe aussi et on va pouvoir travailler aussi avec eux. Donc, on a des patients qui sont intéressés par les différents projets qui se font à droite à gauche. Quand ce n'est pas leur médecin qui les oriente vers eux, nous, on estime que c'est aussi un petit peu notre rôle de leur donner de l'information et de dire aussi à nos partenaires aux alentours que on est là et si vous avez besoin effectivement de contacter des patients avec une maladie de Parkinson et de voir éventuellement comment ça évolue, nous on est là, on peut vous faire cette démarche de suivi et puis du coup de donner, de faire une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde en fait. D'accord. Ouais, donc ils ont quand même vu votre implication et vos actions relatives à l'accès, enfin la recherche clinique et à l'accès à l'innovation. Et ensuite, ils sont vraiment très bienveillants. Enfin, en tout cas, pour ceux que nous on a eu et ceux qui ont été vus chez nos collègues au niveau du Rionval, c'est pareil. Ils ont vraiment eu une formation. On leur a dit, écoutez, là maintenant, il faut que vous essayiez de faire grandir les établissements plutôt que d'essayer de les saquer quelque part. Je pense que c'est comme ça que c'est un peu le retour que l'expert visiteur nous avait fait. C'est vraiment maintenant on vous demande d'être un peu plus sur le terrain, mais d'être aussi bienveillant auprès des équipes. Et je pense que c'est un peu le message qu'ils veulent faire passer. Après, c'est vrai qu'on a vu un retour d'expérience en décembre et l'établissement nous avait dit la même chose. Les experts étaient bienveillants. Après, c'est peut-être expert visiteur dépendant aussi, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que les visites se sont relativement bien passées dans les établissements de la région. Au vu du référentiel, c'est un peu expert visiteur dépendant, mais beaucoup moins que ce que ça pouvait l'être avant. Ouais. Et, ils sont bienveillants, mais pas pour autant complaisants. Et ça, c'est d'autant plus intéressant.
on ne leur demande pas d'être complaisants avec les équipes, on leur demande juste d'être bienveillants. Il y a quand même une nuance à avoir, et nous, on l'a ressenti, quoi. Donc, ils ne sont pas là pour nous embêter, mais ils ne sont pas là non plus pour nous faire des fleurs, quoi. Dire, ils ne ferment pas les yeux sur les trucs. En plus, alors l'avantage d'un petit établissement comme nous, c'est que justement, il y a une grosse dynamique, etc. Mais l'inconvénient d'un petit établissement comme nous, c'est que du coup, on les a sur le dos pendant 2-3 jours où ils ont le temps de tout éplucher. Ils sont partout, ils voient tout. Autant un grand centre, il y a des endroits où ils ne vont jamais mettre les pieds, ils les verront jamais, et peut-être il y a des gens qui vont passer toute leur carrière sans jamais avoir croisé un expert visiteur de leur vie. Que nous, par contre, à chaque fois, on a tous droit à tout. Hein. Dire, la moindre affichette qui est de travers, ou le moindre truc qui ne va pas, s'il y a une fissure dans le mur, ou une ampoule qui déconne, ou une prise, on va dire, tiens, c'est quoi ça? Donc, on le sait que de toute façon, on est obligé d'être nickel sur tout. Donc, du coup, c'est pour ça aussi cette démarche qualité permanente, parce que on est en permanence en train de s'évaluer, de se réévaluer, de discuter, de tout traiter. Et c'est ça aussi qui fait que dans notre démarche qualité, gestion des risques, on était quelquefois un peu en difficulté parce que on n'avait pas beaucoup de déclarations, parce qu'en fait, les choses, elles sont réglées au fur et à mesure. Donc, il n'y a pas de trucs qui traînent. En plus, on va dire les 3 fameux gros piliers de la déclaration qui ne nous concernent pas vraiment. Nos équipes qui sont hyper réactives, dès qu'ils voient un truc, ils solutionnent. Là, on en est arrivé avec nos collègues de la région à se poser la question, on en a reparlé hier avec le pôle, à dire il faut qu'on arrive à maximiser nos presque accidents, nos déclarations a priori, parce que là, pour l'instant, le mode déclaration a posteriori, ça ne nous apporte rien, donc on n'arrive plus à avancer. Donc on veut faire valoriser dans le cadre d'AGEVAL une déclaration a priori. Dire, tiens, si on n'avait pas fait ça, peut-être qu'on aurait pu avoir ça. Et du coup, on monte encore une étape dans la qualité gestion des risques. Ouais. Ouais, c'est très bien. Et ensuite, il y a une question. Pouvez-vous nous parler d'un traceur ciblé sur événements indésirables? Comment cela se déroule? Merci. Non, on n'a pas eu. Vous n'avez pas eu sur... On a eu sur le traceur ciblé sur la prévention événements indésirables graves, mais du coup, c'est très vite puisqu'on n'en avait pas. Donc, ils ont regardé, on a regardé tout notre tableau de déclaration des événements indésirables, on a discuté avec eux, et effectivement, le traceur ciblé événements indésirables graves qui était prévu, mercredi 19 de 15h30 à 17h, il a fait flop parce qu'on n'avait pas d'événements indésirables graves. Donc, nous, la seule chose que nous, on avait déclaré et qu'on a dit, pour nous, c'est un événement indésirable grave, c'est un patient qui s'est cassé la jambe. C'est grave, hein, je dis pas, mais il était en train de faire un exercice, il n'y avait aucune faute ni de sa part à lui, ni de la part du rééducateur, et il a fait une chute parce que sa pathologie faisait que il faisait une chute, et du coup son fémur s'est rompu. Donc pour nous, alors, on était un peu contents parce que pour une fois on avait enfin quelque chose qui pouvait monter dans la gravité de nos déclarations, parce qu'on est quand même des fois été jusqu'à déclarer qu'il y avait Vous ne l'avez pas dit aux patients que vous étiez content? Non, non, mais bon, par contre, lui était très content du suivi, parce que on l'a accompagné, on était là, on l'a entouré, on a fait venir les urgences, le SAMU qui est arrivé, ils l'ont emmené, on l'a suivi, on l'a repris en rééducation ensuite, une fois que il a été opéré, mais du coup, c'est la seule chose qui s'est passée chez nous depuis une dizaine d'années. On n'a jamais eu d'autres événements de ce type-là. On en était arrivé à déclarer, je vous dis, des fientes de pigeons sur l'armoire à linge. Donc pour nous, c'était embêtant parce qu'au niveau hygiène, c'était pas propre. Donc il y avait des fientes de pigeons qui étaient, parce que l'armoire à linge était stockée dehors, le gars a déchargé, et des pigeons qui s'étaient installés au-dessus. Du coup, ils avaient fait des fientes de pigeons. On a dit, il faut déclarer. On le déclare comme ça, du coup, on va essayer de faire une action, on va faire un stockage ailleurs, bouger, essayer d'être plus réactif entre le moment où nos équipes vont récupérer l'armoire à linge et puis le moment où ils déposent. Parce qu'il fallait qu'on bouge, quoi. Alors ça paraît anecdotique et puis c'est désolant peut-être pour les autres, mais du coup, voilà le genre de choses qu'on avait en déclaration. Donc, Ouais. Après, tant mieux, ouais, vaut mieux comme ça. J'espère que juste après le retour d'expérience, tout le monde ne postulera pas chez vous. moi, je ne demande pas mieux, mais bon, après, on n'a pas de place non plus. C'est ça.
Et juste pour revenir sur le traceur ciblé événement indésirable, j'ai repris mes notes du coup de notre entretien avec l'expert visiteur lors du dernier retour d'expérience. En fait, les experts vont démarrer d'une déclaration, donc déclaration d'un EIG, et en fait, ils vont regarder si toute l'analyse a été effectuée. Donc, est-ce qu'il y a une analyse collective approfondie? Quelle a été la méthode utilisée? Est-ce qu'il y a un plan d'action qui a été défini? Est-ce que ce plan d'action a été suivi? Est-ce que ça a été déclaré sur le portail? Ensuite, il y a l'analyse globale. Est-ce qu'il y a une analyse régulière par l'équipe, etc. Donc, en fait, ils reprennent vraiment la déclaration et ils regardent vraiment si toute l'analyse a été faite. Et c'est vrai que nous, du coup, ça avait été, je vous dis, ça a été assez vite, puisque comme il n'y avait pas la partie déclaration derrière à l'ARS, ils nous ont dit, oui, effectivement, nous, on avait posé la question, on avait quand même contacté l'ARS, on avait mis comme élément de preuve le mail qu'on leur avait envoyé pour dire, voilà, on a eu un truc. Ils nous ont dit, non, non, si tout le monde nous déclarait à chaque fois qu'il y a une jambe qui se casse quelque part. Mais pour nous, c'était ce qu'on n'avait jamais vu quelque chose d'aussi grave, quoi. Heureusement pour nous, et heureusement pour nos patients et nos équipes. Mais voilà, la démarche, par contre, effectivement, elle était bouclée. Régulièrement, une fois par semaine, on fait un check de tous les événements indésirables et fiches de dysfonctionnement qui ont été mises en place, qui sont vues par le CODIR. Derrière, il y a une validation qui s'opère une fois par trimestre par la cellule de gestion des risques et de la prévention de la qualité. C'est prévention de la qualité et gestion des risques, excusez-moi, je me fouille un petit peu, qui check tous les trimestres en réunion. Nos déclarants reçoivent systématiquement le suivi de leur fiche, recevaient systématiquement le suivi de leur fiche, puisque là, je parle par rapport à cette phase-là où on était encore sous le Congo. On avait donné volontairement la visibilité à tout le monde de tout. Donc, chacun dans l'établissement, y compris nos représentants des usagers, et ça c'était très important, avait accès à toutes nos fiches de dysfonctionnement et fiches d'événements désirables et le tableau de suivi. Donc, tout le monde pouvait voir si la fiche avait été traitée, quand elle avait été traitée, par qui elle avait été traitée, ce qui avait été mis en place comme solution derrière, ce qui avait été proposé comme solution. Déjà, parce que ce qui était important aussi, c'est que au moment de la déclaration, déjà on demandait aux agents, voilà, il s'est passé ça, tu as fait ça, mais qu'est-ce que tu proposerais pour que ça n'arrive pas? Et ensuite, est-ce qu'on avait retenu cette solution-là ou est-ce qu'on avait mis autre chose en place à la place? Et nos représentants des usagers étaient au début très agréablement surpris parce que c'était des gens qui sont représentants des usagers dans différentes structures et qui nous ont dit que c'est la première fois qu'on nous propose de participer de façon tellement transparente. Donc, en même temps, on n'a rien à cacher, quoi. À un moment ou à un autre, si on veut vous cacher quelque chose, vous allez finir par le savoir et vous allez nous faire la tête après. Donc, autant vous dire tout de suite, comme ça, on en parle cash et puis ça nous permet d'avancer, et vous et nous, quoi. Donc, Ok. Mais c'est vraiment le maître mot, c'est transparence, hein. Les experts sont pas bêtes, les gens autour de nous sont pas bêtes. Si vous essayez de cacher des choses, ça finira par se voir ou se savoir. Le fait justement qu'ils recoupent tous les critères les uns les autres, on peut pas. On est arrivé à un niveau de maturité, de confiance quelque part avec la HAS où, faut pas jouer à ça, quoi. Ouais, non, puis je pense que si on joue, on va plus être perdant que. C'est ça. Je pense qu'ils sont pas dupes, hein, donc ouais. C'est pour ça aussi qu'ils ont cette bienveillance, parce qu'ils se disent, depuis le temps, quand même 20 ans qu'on fait la certification, maintenant c'est rodé, on peut faire confiance aux gens. Le fait derrière de faire du bachotage et de venir asticoter les équipes, le côté méchant, c'est nous qui les avons. C'est ce côté, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, attention, ça c'est dangereux. Voilà, c'est ça, ouais. C'est notre rôle à nous en qualité de prévention des risques. C'est pas le rôle des experts. Les experts, ils viennent juste voir ce que les équipes font de bien pour faire avancer, parce qu'ils savent que normalement, ils peuvent s'appuyer sur un socle que nous, on a mis en place de qualité minimale requise, quoi. Et là, la qualité Après, minimale. c'est vrai qu'on échange, on a un groupe avec notre fédération, on échange beaucoup avec la HS. Et c'est vrai que même en période Covid, ils ont dit, voilà, si on arrive en établissement, on continue les visites, mais si on arrive en établissement, on ne va pas venir perturber un service Covid, ou si une organisation est perturbée à cause de la crise sanitaire. C'est dans ce sens-là où aussi ils sont bienveillants, ils ne vont pas, on va dire,
arriver avec leurs grands sabots et dire bah voilà, ça va pas en période de crise Covid. Ils sont bien conscients que chacun fait ce qu'il peut au moment venu. Donc voilà, ouais, c'est là aussi la bienveillance de la HAS en ce moment. Et puis cette souplesse de se rendre compte et de faire remonter justement ces organisations mise sur le tard, sur le vif, sur le vif du sujet, dire, être en capacité de la HAS de se remettre en question et dire voilà, on a fait des grilles qui sont comme ça, mais vous tapez un peu à côté des grilles parce que vous avez cette réactivité qui fait que vous protégez tout le monde. On n'a pas pensé à ça dans la grille, mais effectivement, c'est mieux ce que vous faites parce que dans votre situation donnée à vous, c'est ça qui est bien à faire. Et sans se poser d'autres questions. Nous, je ne sais plus les thématiques, mais ils nous disaient, vous avez choisi cette option-là, c'est en consensus entre vous et puis vos équipes. Nous, on n'a pas à se mêler de ce qui est votre propre organisation. Ce qui ne se faisait pas forcément toujours avant avec les autres itérations. Quelquefois, l'expert visiteur était lui-même un professionnel aussi et arrivait quelquefois à vouloir nous caler son moule à lui, quoi. Donc, que là, pas du tout. Nous, en tout cas, sur les qu'on a eus, et en discutant avec les copains des autres établissements UGCAM, on a eu le même ressenti. Ils arrivent vraiment à faire abstraction de ce qui se passe chez eux pour pas essayer de nous calquer en disant voilà, moi je viens en tant qu'expert, j'ai la bonne parole parce que chez moi ça se passe bien. Oui, mais ça peut se passer très bien aussi ailleurs parce qu'il y a d'autres priorités, d'autres prérogatives, d'autres organisations qui existent. En tout cas, merci beaucoup. Je vois des remerciements aussi dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais il y a des questions qui vous reviennent ensuite, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Alors, j'avais vu qu'il y avait lors des inscriptions quelques questions au niveau des fiches anomalies. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Madame Durand? Alors, vous m'entendez? Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Juste une question. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être une incompréhension de ma part ou un petit léger, un peu manque d'attention. Comment ça s'est passé concrètement sur les audits système? Alors, les audits système, en fait, on avait programmé des organisations et des personnes rencontrées. Alors, ça dépend. Là, j'ai compris que sur le terrain, ils ont pris 1 heure pour discuter avec les professionnels, ceux qu'ils rencontraient pendant l'heure. Mais dans la rencontre en elle-même, il y a eu un temps de rencontre avec la direction. Comment ça s'est fait? Il y a eu des temps de rencontre. Alors, nous, on a eu, on va dire, trois grosses périodes d'audit système, en fait, qui ont été programmées, avec un expert, on va dire, avec l'expert plus administratif. Il y a eu 2 matins qui ont été programmés. Donc, sur coordination ville-hôpital, engagement patient, qualité de vie, leadership, gestion des risques, dynamique d'amélioration, à nouveau leadership et qualité de vie au travail en équipe, qui ont été faites avec les personnes ressources, avec la direction, avec moi-même, avec les relais RH, avec nos représentants du personnel. Donc, on les avait inclus dans le groupe qualité de vie, leadership, gestion des risques, dynamique d'amélioration. En fait, ils viennent, alors pour nous, ils ont fait ça. Après, je ne sais pas s'ils vont faire ça tout le temps, mais ils ont regroupé plusieurs thématiques. Donc, en fait, ils nous interrogeaient. Alors, nous, on avait nos fiches parce qu'on avait travaillé nos trucs, on avait nos grilles de critères. On pensait qu'ils allaient nous poser ces questions-là. Et puis, en fait, ils nous posaient autre chose. Donc, mais qui permettait pour eux de pouvoir repasser de l'un à l'autre. Donc, ils nous baladaient dans le référentiel d'une grille à l'autre, qui était leur construction à eux, quoi, et qui leur permettait de justement faire ce croisement de données d'entrée. Donc, et ensuite, on a les équipes qui ont eu un audit système rencontre équipe pendant une bonne heure et demie. Et donc, c'est l'équipe que j'ai citée tout à l'heure, avec la secrétaire de direction, le relais RH, qui était notre ancienne comptable, le professeur d'activité physique, la secrétaire médicale, 2 kinés, 2 aides-soignants, dont une RDP, 2 ergothérapeutes.
donc, qui ont été vus en audit système, rencontre équipe, le premier jour après-midi, de 15h15 à 16h45. Et en fait, ils ont débordé. Ok, merci. Je vous en prie. Ensuite, j'ai une main levée, Madame Graal. Oui. Vous disiez donc au niveau de l'audit au système, un temps de rencontre avec la direction, avec un expert administratif. Et ensuite, vous parlez d'une seconde rencontre avec un expert, secrétaire, RH, professionnel, kiné, ergo, mais tous ces professionnels font partie de la direction chez vous? Non, non, ça c'est le deuxième expert. C'est l'expert, on va dire soignant, qui les a vus. C'est l'expert qui. Donc ça ne faisait pas partie de l'audit système. Si, audit système, rencontre équipe. D'accord. Parce que pour moi, dans la représentation de l'audit système, ce n'est en fait que l'équipe de direction et ses fonctions support, c'est-à-dire RH, finance, qualité, com, patrimoine, logistique. Sauf que, c'est pas nous qui avons la main, c'est la HAS qui nous donne la grille avec ce qu'ils souhaitent voir. Alors, il faut savoir que c'est déjà bien travaillé en amont. Donc en amont, on a ce que j'ai un petit peu dit tout à l'heure, on a plusieurs rencontres. Alors nous, on avait fait des rencontres visio, téléphone avec le chef de projet qui fait son tri par rapport à nos différents non applicables. Et en fonction de ça, ils viennent construire le périmètre de la visite. Donc avec un certain nombre de rencontres qui vont pouvoir être un peu modulées ensuite sur site. Mais le masque est fait et c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent voir, qui ils veulent voir, dans quelle organisation ils veulent le voir. Après, nous, on peut juste bouger, dire plutôt ça le matin ou ça l'après-midi. Par exemple, nous, la chef de service était gestionnaire des risques, ce qui fait que ça nous embêtait un petit peu, parce que forcément, elle devait être sur le patient traceur. Parce que du coup, elle a un rôle important dans le cadre du patient traceur, donc du coup, elle devait être vue. Mais en même temps, on était sur, derrière, qualité de vie au travail, leadership, gestion des risques, dynamique d'amélioration, qualité de vie au travail et travail en équipe. Sans la chef de service qui était gestionnaire des risques. Donc en gros, tout ce qui la concernait, elle ne pouvait pas être là parce que justement, elle était sur le patient traceur. Ils l'ont entendu. Ils se sont, entre guillemets, contentés des réponses des autres, qui étaient. Alors, au départ, nous, on s'est dit, on se tire une balle dans le pied, parce que faire ça sans la gestionnaire des risques, qui est à la fois la chef de service des équipes de rééducation, et au contraire, c'était encore mieux. Ils ont dit, vous répondez à tout, vous répondez bien, c'est vos représentants des usagers et vos professionnels qui nous font remonter les différentes questions qu'on aurait posées sur le management. Donc, je veux dire, c'est pas tronqué, quoi. C'est pas la gestionnaire de risque, chef de service, qui va dire ce qu'on a envie d'entendre de sa bouche. C'est vraiment la remontée du terrain. Donc, et ensuite, elle est arrivée, parce que ils ont enchaîné les deux patients traceurs. Donc, sur le deuxième patient, vu que c'était le même médecin qui faisait le deuxième patient traceur, elle dit je pars dans l'autre groupe, voir pour compléter les réponses s'il y a des choses qui manquent. Et du coup, elle est venue. Ils ont reposé 2-3 questions pour voir si justement c'était bien les mêmes choses qui allaient être répondues. Et effectivement, elle a confirmé ce qu'avaient dit ses équipes par rapport à ce qu'on faisait. Donc, c'est ce qui a été remonté par les experts visiteurs, c'est justement cette grosse transparence, quoi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et en fait, l'idée pour la chaise sur les audits système, c'est vraiment de démarrer de la direction. Donc, comme vous dites, directeur, RH, etc. Et ensuite d'aller voir sur le terrain si c'est appliqué sur le terrain, donc d'aller voir les équipes en fait. C'est pour ça que nous, on avait fait ce choix aussi un peu stratégique de mettre toute la chaîne directement face à eux dans la rencontre, avec en plus des personnels qui étaient aides-soignants et représentants du personnel, donc du coup, qui pouvaient s'exprimer sur l'ensemble de la thématique. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent d'ici quelques jours, n'hésitez pas. Alors, un grand merci du coup, Monsieur Fontreuil, pour ce retour d'expérience. Je pense qu'il est enrichissant pour tout le monde. Je reprends juste la main.
juste pour vous donner quelques informations complémentaires. Je ne sais pas si vous voyez le PowerPoint qui affiche à l'écran. Alors, juste pour aller plus loin, c'est des rappels, hein. Il y a les fiches flash sécurité qui ont été formalisées par la HS qui sont disponibles sur le site de la HS, mais également sur Calista. Donc ça, c'est issu des analyses des événements indésirables graves qui peuvent aussi vous aider. Donc les ressources, donc il y a tous les supports mis en ligne sur le site de la HS. C'est surtout pour vous donner les liens, en fait, pour éviter d'aller rechercher à chaque fois. Les fiches pédagogiques. Deux petites secondes, je me permets. Justement, ces fiches flash, elles commençaient à être déployées quand nous, on était dans la démarche et on les a très vite utilisées parce que c'est vrai que pour les personnels, ça reprend tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qu'il y a à appréhender et du coup, on les a repointées dans les premières réunions qu'on faisait avec celles qui existaient à l'époque. Oui, ouais, c'est vrai qu'elles sont pas mal et elles parlent beaucoup aux équipes. C'est très terrain et du coup, c'est pour ça je vous ai remis. Donc tout ça, c'est disponible sur le site de la HS. Ensuite, donc vous avez les fiches pédagogiques, mais vous connaissez sûrement. Donc il y a 24 fiches disponibles où là aussi, en fait, on retrouve un peu l'œil des experts visiteurs. Qu'est-ce que les experts visiteurs vont aller chercher sur telle ou telle thématique? Donc je vous ai remis les liens également. Je vous enverrai tout par mail. Ensuite, il y a les grilles patients traceurs adaptées si vous avez besoin. Donc, il y a les grilles Calista, mais si vous le souhaitez, nous, on a à disposition des grilles patients traceurs un peu plus spécifiques sur certaines thématiques. On a une grille patient traceur Covid si vous avez besoin. On a des grilles parcours aussi, traceurs. On a une grille parcours traceur Covid également si vous avez besoin. Et ici, je vous ai remis du coup le lien vers les replays, donc retour d'expérience d'un établissement de la région en décembre, d'un expert visiteur qui a passé plusieurs visites de certification, nos cafés rencontres en partenariat avec l'Omédit et le café rencontre en partenariat avec le CEPIAS. Je vous ai remis les replays ici. Vous allez, du coup, si vous cliquez directement sur la chaîne YouTube pour retrouver tous les replays. Et début 2022, ce qu'on vous propose, donc, c'est d'essayer de faire des retours d'expérience assez réguliers parce que je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde. Ça permet d'être un peu plus terrain. Donc, le prochain retour d'expérience, c'est le 8 mars 2022, donc à 14h. Donc, c'est avec la Polyclinique de Grande-Synthe, un plus gros établissement. Un plus gros établissement, mais ça permet du coup de comparer également la venue des experts visiteurs et comment l'établissement a appréhendé la visite. On va réaliser des cafés rencontres également avec l'Omédit, sûrement sur les produits sanguins labiles, les dispositifs médicaux, donc de nouvelles thématiques qui vont arriver. On est en train de travailler sur un café rencontre avec le CEPIAS et l'Omédit sur le critère impératif bonne pratique d'antibioprophylaxie, si jamais ça vous intéresse. Et on souhaite faire une deuxième session du café rencontre avec le CEPIAS sur le risque infectieux en intégrant des retours d'expérience avec des EEH d'établissement. Je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, on vous donne rendez-vous du coup le 8 mars. Et encore un grand merci, Monsieur Fontoreille, pour ce retour d'expérience. Monsieur Fontoreille, vous êtes d'accord pour la diffusion de votre PowerPoint? Oui, tout à fait, oui. Oui, impeccable. Du coup, on vous diffusera le PowerPoint. Également le petit PowerPoint de présentation avec les différents liens. Et puis, merci beaucoup du coup au Val Bleu et puis bravo. Un grand bravo. Je pense que vos équipes peuvent être très, très fières. C'est le cas. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est Madame Graal qui a levé la main? Oui, j'ai levé la main parce que j'ai effectivement une question hors champ sanitaire. À quand l'identique pour le médico-social? Parce que les référentiels, bon, effectivement, j'ai réussi à en avoir, mais c'est encore des documents de travail. Donc, oui, en fait, c'est un peu la difficulté qu'on a, nous, au réseau, c'est de savoir. En fait, nous aussi, on a les documents de travail au niveau des référentiels médicaux, du référentiel médico-social, mais là, avec tout ce qui se passe, le contexte est un peu difficile. On a des entretiens avec l'AHS, on remarque qu'eux aussi, c'est un peu difficile de leur côté. oui. On pense que de toute façon, le référentiel, il ne sera pas validé avant le mois de juin, mais l'idée, c'est de faire la même chose pour le médico-social, de vous proposer des cafés rencontres spécifiques pour le médico-social, de vous proposer des retours d'expérience spécifiques également pour les établissements médico-sociaux. Mais ça, je pense que ce sera plus sur le deuxième semestre, du coup,
2022. Parce que c'est vrai qu'on attend vraiment des infos un peu plus précises de la HAS, quoi. Pour l'instant, c'est vraiment point d'interrogation à ce sujet. Après, c'est vrai que les méthodes, je pense, ne vont pas être très différentes. Ça semble être quasiment les mêmes. Mais bon, on va éviter de communiquer. On attend vraiment d'être fixé et d'avoir un peu plus d'infos de notre côté. Et on vous proposera ça, je pense, au deuxième semestre 2022. Ok, ben écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Un grand merci à tous alors, et puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci. À bientôt. Merci, au revoir. Merci.